What is up, family? We have another Patreon request. We got the Point de Repère. The encyclopedia. Oser savoir. Ah, dare to know. The Point de Repère. What does that mean? Point of repair? Repair? The encyclopedia? Hold up, I got a Point de Repère. What does that mean? I'm going to cheat. I have another monitor here. I'm just going to quickly do a little French to English. I don't know what the hell that means. I know, I'm sorry. I should have checked before I actually started the video. But, you know, I'm disorganized. I just go with the flow. I just do... landmarks. Landmarks? That's what it means? C'est vrai? Bon. Anyway, I don't know what this... dare to know. I dare to know. I dare to know. Allez. 1835. Allez. Après une vaine tentative de fuite, le tsar Nicolas Ier a été ramené de force. Attends. This is not going, we're not doing too well right now. We are not starting off well at all with this video. Let's do a little English for those who, you know, aren't incredibly, you know, fluent in French like myself. Bon, allez. 1835. J'étais jeune. Après une vaine tentative de fuite, le tsar Nicolas Ier a été ramené de force à Saint-Pétersbourg par des émeutiers en colère. Au terme d'un jugement sommaire, il a été condamné à mort par décapitation. La guillotine commence son règne de terreur dans la nouvelle République de Russie. Au siècle précédent, alors qu'il faisait face aux innombrables attaques de la censure, Diderot, maître d'œuvre de l'encyclopédie, a fui la France pour la Russie. Devenu proche conseiller de l'impératrice Catherine II, il a contribué au rayonnement des idées des Lumières, entraînant avec lui de nombreux philosophes. Ces idées nouvelles ont attisé la colère d'un peuple russe en proie à une profonde misère. Aujourd'hui, la révolution a submergé l'Empire. Mais tout ceci n'est jamais arrivé. En 1762, un petit grain de sable va permettre l'achèvement de l'encyclopédie en France, œuvre monumentale du siècle des Lumières. Notre histoire n'est qu'une suite d'événements incroyables. Chacun de nous peut en influencer le cours. De la naissance d'un grand empire millénaire à la fin d'une civilisation florissante, du génie créatif d'une poignée d'hommes à une révolution culturelle planétaire. Des visions totalitaristes les plus sombres aux grandes guerres les plus effroyables, de la résistance héroïque d'un peuple entier à la volonté sans faille d'une minorité. La plus infime de nos décisions peut influencer l'avenir de l'humanité. Connaître le passé, c'est anticiper l'avenir. « 1746, France. Le pouvoir royal accorde son autorisation pour un grand projet, l'édition d'un dictionnaire universel des arts et des sciences. 1762, l'impératrice Catherine II propose au philosophe Denis Diderot de terminer l'encyclopédie en Russie à l'abri de la censure. 1772. Après 26 ans d'un travail titanesque, cette formidable aventure éditoriale est enfin terminée. Wow. Ces trois événements, intimement liés, sont des moments clés du siècle des Lumières et ont rythmé la grande aventure encyclopédique. Aristote, Galien et Pline l'Ancien. Je les connais. En Occident, durant des siècles, ces trois savants antiques sont perçus comme le socle de la connaissance. La société médiévale valorise le savoir-faire et l'expérimentation, mais les savants se contentent bien souvent de concilier le savoir gréco-latin avec la théologie chrétienne. Or, à partir du XVIe siècle, émerge une nouvelle façon de penser le monde. En 1543 notamment, après avoir prudemment attendu les dernières heures de sa vie, l'astronome et mathématicien Copernic publie De Revolutionibus Orbium Celestium. Contrairement à ce qu'avait énoncé Aristote, le savant déclare que la Terre n'est pas un astre immobile au centre de l'univers, mais qu'elle tourne autour du Soleil. Et c'est plat.
C'est une révolution. Non. À la fin du siècle, le théologien Giordano Bruno va encore plus loin. Le Soleil n'est pas le centre de l'univers non plus. Ce n'est qu'une étoile parmi tant d'autres dans l'univers. Condamné pour hérésie, torturé, Bruno est sommé de renier ses convictions sous peine de mort. Unbelievable. They killed smart people and let dumb people live. Yep. Il n'en fera rien. En 1600, à Rome, il est brûlé vif. What the? Man, people are even crazier back then. 33 ans plus tard, l'Église s'attaque à un autre savant. Devant sa toute-puissance, Galilée est contraint de renoncer à sa thèse sur les mouvements des corps célestes. À la fin du siècle, l'Anglais Isaac Newton formule la loi de la gravitation universelle à la base de la physique moderne. Oh, you're dead now. You're dead next. Dans ses calculs, pas d'emprunt à Aristote ou à la Bible, mais une place de choix réservée aux mathématiques et à l'expérimentation. So this is all Le about. monde scientifique est en pleine ébullition. Le philosophe Descartes met au point une méthode de raisonnement excluant de facto les croyances et les superstitions. Place à l'esprit cartésien, à la critique et à la logique. L'heure est à la polémique et à l'échange. Au XVIIIe siècle, le royaume de France est au cœur de cet essor intellectuel. La raison doit l'emporter sur tout ce qui peut altérer le jugement. L'autonomie de l'individu est primordiale. Face à l'obscurantisme et à l'ignorance, ces philosophes deviennent des phares dans la nuit, des lanternes de la connaissance émergeant des abîmes. C'est le siècle des Lumières. Mais, comme Giordano Bruno ou Galilée avant eux, les philosophes des Lumières vont se heurter de plein fouet à la censure du pouvoir et de l'Église. La quasi-totalité d'entre eux va connaître, à un moment ou à un autre, l'exil, la prison ou la mise à l'index. Très vite, leur devise devient « sapere aude », ose savoir. Bienvenue dans la mémoire de l'humanité. Tous les événements de notre histoire, aussi infimes soient-ils, ils sont mémorisés et interconnectés. Il suffit d'en changer un pour bouleverser tous les autres. Ici, nous pouvons contrôler le temps, analyser et comparer des milliards d'événements pour réécrire l'histoire à l'infini. Could you La imagine? censure est une limitation arbitraire de la liberté d'expression des individus. Au XVIIIe siècle, en France, c'est la responsabilité des censeurs royaux. Rares sont les philosophes des Lumières à y avoir échappé. Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau, Helvétius et bien d'autres. En 1789, lors de la Révolution française, l'Assemblée nationale adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les articles 10 et 11 affirment très clairement que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre établi par la loi et que tout citoyen peut parler et écrire librement. Théoriquement, un Français est donc libre de s'exprimer. Toutefois, la France n'est aujourd'hui qu'au 33e rang mondial pour la liberté de la presse. Reprenons. It's slowly going away if you haven't noticed. 1745, Paris. Le savant allemand Gottfried Celius est en ville. Il doit rencontrer un certain Le Breton, éditeur, pour lui présenter un projet, la traduction en français de la Cyclopédia, un dictionnaire universel en langue anglaise. Huh. Le mot encyclopédie vient du grec et signifie « ensemble des savoirs pour une éducation complète ». À la différence d'un dictionnaire qui définit les mots d'une langue, une encyclopédie explique les choses de façon universelle. Elle compile et synthétise l'ensemble des connaissances pour les rendre accessibles à tous. Une encyclopédie est donc nécessairement un ouvrage conséquent et volumineux. Et à cette époque, aucun ouvrage de cette portée n'a encore été publié. Le projet initial de traduction tourne court, mais pour Le Breton, l'idée est lancée. L'édition d'un grand dictionnaire universel des arts et des sciences, en fait, une véritable encyclopédie.
il obtient un privilège royal de 20 ans, c'est-à-dire l'autorisation exclusive d'imprimer et de vendre cet ouvrage, une concession éditoriale. La direction rédactionnelle est confiée à l'abbé de Goy de Malves, mathématicien, membre de l'Académie royale des sciences et professeur au Collège de France. Le savant s'entoure aussitôt de collaborateurs. Parmi eux, Jean Leron d'Alembert, lui aussi membre de l'Académie royale des sciences, et Denis Diderot, un traducteur. Mais très vite, l'abbé quitte le projet. Diderot et d'Alembert se voient alors confier la lourde tâche de reprendre la direction de l'entreprise. Et si, à l'origine, les intentions des éditeurs étaient relativement modestes, celles des deux nouveaux directeurs le sont beaucoup moins. Car Diderot et d'Alembert incarnent parfaitement l'esprit des Lumières. Leur mot d'ordre, ne rien admettre sans preuve et inciter à la réflexion. Leur ambition, ouvrir les portes du savoir au plus grand nombre, combattre les superstitions et l'obscurantisme, faire triompher la raison. Diderot, en particulier, ne cherche pas à mettre en place un système rigide ou une nouvelle méthode de pensée. Au contraire, il remet en question, soulève les incohérences, laisse les lecteurs réfléchir par eux-mêmes. You mean they actually advocated people thinking for themselves and forming their own opinion? Mais c'est incroyable. C'est incroyable ça. And so early in time. This is really interesting. Mais il se montre imprudent. En 1749, suite à l'une de ses publications anonymes, il est incarcéré pendant 3 mois à la prison de Vincennes. Wait a minute, what? Attends. En 1749, suite à l'une de ses publications anonymes, il est incarcéré pendant 3 mois à la prison de Vincennes. Well, that didn't last long. That didn't last long at all. Le ton est donné. Wow. Ah. Financer un projet. Le monde de l'édition du XVIIIe siècle est très différent de celui d'aujourd'hui. Malgré les progrès de l'imprimerie, le procédé de fabrication reste fastidieux. Le papier lui-même est une matière première très onéreuse et de qualité variable. Pour arriver à financer un projet aussi ambitieux, les encyclopédistes recourent donc au système des souscriptions. Une souscription est un préachat. Le futur client accepte de payer une avance pour permettre à l'ouvrage d'être édité et obtient un exemplaire une fois la fabrication terminée. Cela représente un risque. Il ne peut être certain ni des délais de livraison, ni de la qualité finale. Pour convaincre les souscripteurs, Diderot rédige alors un texte accompagné d'une image représentant schématiquement la structure de l'encyclopédie sous la forme d'un arbre de la connaissance. Intitulé Prospectus, ces types de textes ont donné leur nom aux dépliants que nous recevons aujourd'hui dans nos boîtes aux lettres. Ce système de souscription ressemble beaucoup au financement participatif ou crowdfunding que nous connaissons aujourd'hui. Un moyen pour chacun d'entre nous de financer la culture qui nous plaît. 1751. 5 ans après le lancement du projet encyclopédique, le premier volume sort des ateliers de Le Breton. En préface, un texte de d'Alembert expose les ambitions des auteurs. Un véritable manifeste des Lumières. L'année suivante, la parution du second volume semble se passer sans accroc, jusqu'à ce que l'un des contributeurs de l'encyclopédie, un abbé, publie une thèse. Y figurent notamment des explications rationnelles aux guérisons miraculeuses de Jésus-Christ. C'est un scandale, un blasphème. Les opposants à l'encyclopédie saisissent l'opportunité et obtiennent du roi la condamnation des 2 volumes déjà parus. Interdiction est faite à quiconque d'en vendre, d'en acheter ou même simplement d'en détenir des exemplaires.
Les encyclopédistes en viennent à craindre que leur projet ne soit récupéré par l'Église et confié aux jésuites. C'est dans ces heures sombres qu'intervient un allié aussi puissant qu'inattendu, Guillaume de Malesherbes, directeur de la censure. Sa fonction voudrait qu'il jette Diderot au cachot. Pourtant, il manœuvre habilement pour obtenir du roi la levée de l'interdiction. D'Alembert, en revanche, a compris la leçon. Il démissionne de la direction et devient simple collaborateur. Diderot reste seul à la barre. Les parutions reprennent, les attaques se multiplient, se font de plus en plus virulentes au fil de la parution des volumes. En 1754, Voltaire, enthousiaste, rejoint le projet. Mais le 5 janvier 1757, un attentat manqué contre Louis XV ébranle l'opinion. Ces idées nouvelles, subversives, sont forcément les coupables. On accuse les encyclopédistes de vouloir saper le pouvoir royal. Malesherbes lui-même est menacé. D'Alembert abandonne définitivement le projet. Voltaire appelle tous les collaborateurs à la prudence. Mais Diderot, entouré d'une poignée d'irréductibles, tient bon. Il exhorte ses collaborateurs à ne pas fuir le combat, à ne pas abandonner le terrain à leurs ennemis. À Rome, le pape met l'ouvrage à l'index. Tout catholique reconnu coupable d'en posséder un exemplaire est menacé d'excommunication. Un décret royal révoque le privilège et déclare illégale toute réimpression des 7 premiers volumes. Les manuscrits de Diderot sont saisis, mais pas ceux cachés chez Malesherbes en personne. Le responsable de la censure royale, prenant des risques énormes, parvient à apaiser les esprits. Il obtient du roi la permission de continuer la publication, mais uniquement des volumes d'illustrations et de gravures. Commence alors la période clandestine de l'encyclopédie. Avec la complicité passive de la police, les volumes de textes restants sont rédigés et imprimés en secret dans les ateliers de Le Breton. Pour Diderot, cette période est très difficile. Pendant des années, endurant menaces et insultes, il se tue à la tâche en silence. C'est alors qu'en 1762, l'impératrice Catherine II lui propose de terminer l'encyclopédie à Riga, dans l'Empire russe, loin de la censure. Nous venons d'arriver à un point de divergence. Un point de divergence est un événement clé, un carrefour dans notre histoire où notre monde peut basculer d'un côté ou de l'autre. L'impact des livres sur nos sociétés est très difficile à mesurer. À quoi ressemblerait notre monde sans la Bible, la Torah ou le Coran? Very interesting. Isn't that a very interesting question? What would the world be like without religion? With no religion. Everyone has the same belief or the same non-belief. I don't know. I think there'd be less war, less fighting, less disagreements. That's what I think. Ou si les ouvrages de Karl Marx ou de Darwin n'avaient jamais été publiés. Que se serait-il passé si, soumis à la pression de la censure, Diderot avait accepté l'offre de l'impératrice Catherine II? On peut considérer qu'en France, le cours de l'histoire aurait été sensiblement le même. La Révolution française aurait tout de même eu lieu. Mais pour la Russie du XVIIIe siècle, il en aurait été autrement. Catherine II était très réceptive aux idées des Lumières et entretenait une correspondance intense avec Diderot. L'encyclopédie aurait attiré de nombreux penseurs, philosophes et esprits éclairés. La Russie aurait peut-être suivi une trajectoire similaire à la France. Porté par des idées nouvelles de liberté, inspiré par l'exemple français, le peuple russe, asservi et misérable, se serait révolté à son tour jusqu'à renverser le pouvoir et instituer une république de Russie. On peut dès lors imaginer une période de troubles
allant jusqu'à l'exécution publique du dernier tsar de Russie. Une guillotine devant le palais d'hiver. 1765. Oh, ça bouge maintenant, ça bouge. Les 10 derniers volumes de texte, imprimés secrètement, sans privilège royal, sont publiés en une seule fois et sous une fausse adresse. Oh, wow. Pour contourner l'interdiction, les volumes sont distribués en dehors des murs de la ville de Paris. Par mesure de sécurité, le nom de Diderot n'y apparaît plus. Pour le maître d'œuvre, le grand et maudit ouvrage est achevé. La fin d'une vingtaine d'années de travail et de sacrifice, mais aussi de trahison. Car peu de temps avant la parution, Diderot s'est rendu compte que Le Breton a effectué une censure préventive. En 1772, les derniers volumes d'illustrations sont enfin achevés et publiés à leur tour. Après un quart de siècle d'un travail titanesque, la formidable aventure de l'édition de l'encyclopédie est terminée. Son titre définitif, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Riche de près de 72 000 articles et de milliers d'illustrations réparties sur 28 volumes, c'est une œuvre monumentale. Yeah. Aucune œuvre d'une telle ampleur n'avait été publiée. C'est incroyable, ça. L'encyclopédie stupéfie par sa modernité et par la diversité des sujets traités. Pour la première fois, elle inclut des savoirs jusqu'alors dénigrés. La mécanique qui côtoie l'astronomie, la chirurgie, les mathématiques. Sa conception elle-même est originale. Entreprise collective, plus de 150 collaborateurs ont œuvré, pour la plupart bénévolement, à la rédaction des articles. Diderot, bien sûr, est l'auteur d'une grande variété d'articles, surtout techniques. Les témoignages le décrivant arpenter les ateliers de fabrication de long en large pour en comprendre les moindres secrets sont nombreux. D'Alembert, malgré son désistement, a fourni quelques 1600 articles, principalement sur les mathématiques. Wow. Mais aussi le chevalier de Jaucourt, ce bourreau de travail, entièrement dévoué à l'œuvre encyclopédique, même lors des heures les plus sombres. On lui doit plus de 17 000 articles, soit près de 24% du volume total. Oh my God. And I complained about going to work for 8 hours. Si, avec plus de 150 collaborateurs différents, la qualité des articles est forcément très variable, jamais l'encyclopédie n'aurait pu voir le jour sans le dévouement des encyclopédistes. Of course. Ouais, bien sûr. Ils ont bravé la censure et œuvré dans la clandestinité pour forger, au-delà de la simple compilation du savoir, une arme politique, une arme de lumière. Ouais. Wow. Près de 72 000 articles dans tous les domaines du savoir. La quantité de données est pour l'époque phénoménale. Oui. Pour structurer l'ouvrage, les encyclopédistes ont fait le choix d'un classement alphabétique plutôt que thématique. Tous les sujets sont ainsi sur un même pied d'égalité, mais la lecture en est rendue très fastidieuse. C'est pourquoi un ingénieux système de renvoi a été ajouté. En bas de chaque article, le lecteur est invité à aller lire les sujets qui lui sont liés. Par exemple, l'article « Agriculture » peut renvoyer à « charrue » ou « blé ». Des siècles avant Internet, les encyclopédistes ont donc inventé le concept de lien hypertexte. Wow. En plus de l'aide à la consultation, ce système permet aux auteurs de contourner la censure. Pris isolément, les articles sont souvent assez neutres, mais reliés ensemble, ils peuvent devenir porteurs d'un message parfois subversif. C'est le cas de l'article « Noblesse » relié à « Fortune » et « Naissance », ou de l'article « Prêtre » relié à « Culte », lui-même lié à « Idolâtrie ». La cascade de renvois donne aux encyclopédistes la liberté que leur refuse la censure. The Internet without the Internet. Pour les éditeurs, les profits ont été à la mesure des risques encourus. Colossaux. Sans contexte, l'encyclopédie fut la plus grande entreprise éditoriale de son temps. Et ce n'est que le début.
car cette première édition dite de Paris va en entraîner beaucoup d'autres. Entre compléments, rééditions, réorganisation et traduction, sa descendance sera très prolifique et très lucrative. À la Révolution française, on estime que plus de 25 000 exemplaires des différentes versions sont en circulation en Europe occidentale. Ooh, I believe it. I believe it. Aujourd'hui, bien qu'âgée de 250 ans, l'encyclopédie apparaît toujours moderne. Son système de renvoi nous permet de naviguer entre les articles comme sur Internet, au gré de notre réflexion et de nos envies. Ce système, imaginé par Diderot, a trouvé son prolongement en 2008 lors de la mise en ligne en libre accès d'une version numérique de l'encyclopédie. Les renvois sont devenus de véritables liens hypertextes. Mais la révolution lancée par Internet ne s'arrête pas là. Ce réseau planétaire permet aujourd'hui une nouvelle forme de recueil de savoir. Wikipédia est une encyclopédie universelle et multilingue créée en 2001. Elle est hébergée sur les serveurs d'une fondation à but non lucratif. Bien que l'encyclopédie du net fût en 2017 le 5e site le plus visité au monde, elle a choisi de conserver son indépendance en ne vendant aucun espace publicitaire. Financièrement, Wikipédia dépend entièrement des dons des internautes. En accès libre en lecture comme en écriture, elle a elle aussi besoin de contributeurs. Mais cette fois-ci, les contributeurs, c'est nous. N'importe qui peut s'y connecter et en modifier le contenu. Elle est donc de fait très exposée à l'erreur et à la manipulation d'informations. Formidable outil de diffusion, Wikipédia se distingue de l'encyclopédie sur un point fondamental, la volonté de neutralité. Diderot ne se serait certainement pas contenté de cette simple juxtaposition de contenu. Il en aurait fait une œuvre engagée. Mais ceci est une autre histoire. Ouais. I can't believe it. The amount of work. You don't even realize. Un livre peut-il changer la face du monde? Yeah. Diderot était convaincu qu'avec le temps, cet ouvrage produirait une révolution des esprits. Le mot d'ordre des encyclopédistes, inciter le lecteur à penser par lui-même pour qu'il se libère du joug de la superstition, du fanatisme, de l'intolérance et, de manière générale, de tout argument d'autorité. Mais bien que le texte simple et clair fût compréhensible par tous, l'encyclopédie restait un ouvrage onéreux, abordable aux seules classes aisées. Impossible aujourd'hui de mesurer son impact sur le monde. Internet est-il la continuité du projet encyclopédique? Basically. Dans un sens, oui. La création de nouvelles encyclopédies ou la libre consultation de celles du passé sert l'idéal de collecte du savoir. Mais la grande accumulation de données et l'immense diversité des collaborateurs ne sont en rien une garantie de qualité. L'immédiate disponibilité des réponses nous dispense de chercher, de réfléchir par nous-mêmes, de mettre en perspective. Dès lors, la question est, s'agit-il toujours de connaissances ou bien seulement d'informations? That's crazy. The information I was just fed. Just making sure there's nothing that, You know why I love videos like this? Because you do not think of things like this on a daily basis. You don't think like how, for example, when at some point there actually had to be like a contract or a law. It wasn't really a law. I mean, look, I don't even think there was laws back then. You were just judged, and then you were killed or let, okay, you could live. You're
No, no, no. You're getting beheaded. No, no, I don't like what you said. You're getting beheaded. So what a crazy world anyway, with that sort of mindset. But for someone to say, you know, I want people to read something, and I don't want to force them to believe. I want them to make their own decision. And that's okay. I want them to form their own opinions, read, and come up with their own solution, their own answer to their own question, based on the information I feed to them. Man, I'm just mind blown, because let's just say we have no idea how lucky we are that there were people like this who would put in that amount of work to create something for everybody. Think about, like, today, without this, who would do that today? Name me anybody who would work 20 years of their life. I mean, you saw some of them they would work 14, 15, 16 hours. I mean, dead in the night. For somebody to put 17,000 articles into a book, I can't even comprehend that kind of dedication. This is an encyclopedia, right? Who you hear the word encyclopedia? Oh yeah. When's the last time you read an encyclopedia? I don't know, about 40 years ago. Who the hell reads an encyclopedia on a daily basis? But everybody's got one in the house. Everyone's got a dictionary. But do they? Because now all of this is Google. That's it. It's Google. Whatever you want. Wikipedia. But really, Google, any question you have, boop, throw it in, you got your answer. I mean, now let's think about all the information that was put into the internet on a yearly basis. The work that was involved there. But it wasn't for free. It wasn't for free. These people basically did it for free. They just wanted it done. We need a system that we don't have. We can't just have a dictionary that explains words. We need something more. And they're right. It's got to be worldwide. It can't just be for one country. Anyway, I don't know where you guys find these kind of videos. But it's amazing. How did the Patreon come up with this? Let's show everybody how the encyclopedia system was put in place in the 1700s. All right, well, another good one. Another good one, people. Another good one. And with that, I'm going to go to bed. I'm tired. I'm going to go to bed, and we'll make some more videos tomorrow. Okay? Take care. Peace out. À la prochaine.